Bienvenue en effet en toute franchise tous les dimanches matins avec le Parisien. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la ministre des Comptes publics, omniprésente sur les bancs de l'Assemblée nationale pour ferrailler au nom du gouvernement sur la question évidemment budgétaire. Tout le monde reconnaît que vous avez fait le job, comme on dit en bon français, mais ça n'a pas suffi. Vous n'avez pas empêché le rejet massif de la partie recettes à l'unanimité, moins une voix. C'est historique, c'est du jamais vu. C'est une triste pantomime, dit par exemple Bruno Retailleau, qui attaque fort sur le budget ce matin dans le Parisien. On va y revenir et surtout on va vous demander, et maintenant, que va-t-il se passer? Ce sont les questions qui vont vous être posées par Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour madame la ministre. Éditorialiste bien sûr LCI. Marcelo Vesfred, bienvenue. Bonjour, Marcelo, chef adjoint du service politique du Parisien. Et tout à l'heure Frédéric Delpech va nous rejoindre. Il vous posera ces questions du tac au tac. Mais d'abord, 3 interrogations aussi qui seront autant de têtes de chapitre. On va prendre le temps de les développer, mais vous me répondez dans un premier temps par oui ou par non. Madame la ministre, la partie recette, je viens de le dire, a été rejetée à la quasi-unanimité. Du jamais vu, croyez-vous encore au compromis, oui ou non? Oui, 3 fois même. Est-ce que Bercy a retrouvé les milliards perdus des recettes de TVA cette année? On n'a pas retrouvé, vous voyez, dans mon bureau des milliards, mais on a un déficit tenu, donc j'y reviendrai. Donc vous ne les avez pas retrouvés pour l'instant? Non. Allez-vous revenir sur le nouveau calcul de la taxe foncière l'an prochain? On rencontre les élus mardi. Ça n'est pas arbitré, peut-être. On rencontre les élus mardi parce que on y reviendra, c'est un impôt qui est pour les collectivités. C'est pas un impôt pour le gouvernement ni pour l'État. Le oui-non a moyennement marché, mais vous allez jouer le jeu maintenant des questions dans toute franchise. Donc ce budget de l'État, il va partir au Sénat. La partie recette a été rejetée. 125 heures de débat au préalable pour arriver à ce résultat. Pour rien, ça n'a servi à rien. Alors, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'il y a, au fond, 2 manières de voir ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Soit c'est une étape, un moment qui est difficile, dans la construction tout aussi difficile d'un compromis qui est nécessaire au pays. Et donc, vous savez, on est en première lecture, ça va au Sénat, ça va revenir. On a eu un vote positif sur les recettes de la sécurité sociale. Et donc, vous voyez bien que c'est possible. Ça, c'est la première manière de voir les choses, c'est celle que je pousse, c'est celle qui fera que je retournerai passer le nombre d'heures nécessaires au Sénat, c'est celle qui fera que je reviendrai à l'Assemblée passer le nombre d'heures nécessaires pour que nous puissions donner un budget aux Français. Il y a une deuxième lecture qui est possible, qui est de dire, finalement, ce qu'on a vécu dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le début d'un affaiblissement de la France. C'est le moment où les forces politiques, certaines par cynisme, certaines par désinvolture, certaines parfois aussi un peu par lassitude, voire fainéantise, se laissent aller. Et se laissent aller à ne pas prendre de responsabilité dans la construction du compromis. Et si c'est ça, et je vous le dis avec beaucoup de gravité, c'est l'affaiblissement de notre pays et c'est le début d'une crise financière et économique qui sera très grave, que le gouvernement devra évidemment gérer au mieux, mais qui surtout montre que certains ont décidé dans cet hémicycle, peut-être, et il faut qu'on arrive à déjouer leur projet, de parier plutôt sur l'affaiblissement et mettre de côté l'intérêt des Français, l'intérêt de l'économie, de chercher de nouvelles élections. Ceux qui crient à tout bout de champ pour nous dire qu'il faut des dissolutions ont oublié quelque chose. Vous parlez de Marine Le Pen. Si vous avez une dissolution aujourd'hui, imaginez que ça ne marche pas dans 3 semaines. Alors, puisqu'on y est, vous parlez du Rassemblement national. Marine Le Pen, hier, a encore fait un tweet en appelant d'ailleurs à votre démission du gouvernement pour la dissolution. Oui, mais c'est là où il faut qu'on dise bien aux Français ce qui se passe. Vous avez des groupes politiques qui considèrent que le problème, c'est que les Français, ils ont mal voté. Ils ont mal voté en juin 2024, ils n'ont pas donné la bonne assemblée aux Français, vous savez quoi, il faut que les Français revotent. Ça, c'est la vision de Marine Le Pen. Puis vous avez les Insoumis qui pensent aussi que les Français, ils ont mal voté en mai 2022, ils ont mal voté à la présidentielle, il faudrait qu'on change de président. Ça, c'est les Insoumis. Mais juste qu'on soit bien clair, c'est quoi l'urgence là? C'est que notre pays ait un budget le 1er janvier 2026. Et pour qu'il ait un budget le 1er janvier 2026, il y a bien une chose qu'on ne doit pas faire, c'est d'appeler à la démission de l'Assemblée ou à la dissolution aujourd'hui, parce que Marine Le Pen, s'il y a une dissolution qui s'annonce, les élections, elles auront lieu mi-janvier, fin janvier, et on fera quoi du budget? On dira quoi aux Français?
Ah bah désolé, écoutez, on a mis nos intérêts politicards, nos visions à nous, on va se refaire une élection et on ne sait pas ce qui va en sortir, mais ce qui est sûr, c'est que le budget, c'est plus un sujet. Alors pour l'instant, quel est l'objectif des partis? C'est donner un budget ou pas? On sait pas. Vous accusez, les partis, mais les oppositions se tournent vers vous en disant que vous n'avez pas fait les compromis nécessaires. Boris Vallaud, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée, dit le compte n'y est pas. On attendait effectivement des taxations fortes qui permettent d'éviter un certain nombre de dispositions sociales que vous avez mises sur le tapis dans votre projet, et dit le compte n'y est pas. Donc c'est vous qui ne bougez pas. Non, mais moi, je sais que j'ai passé 125 heures avec les députés, et il y a eu des moments pour moi de très grand espoir, et des moments, je veux dire, de très grand, pas de désolation, mais au fond de l'immense tristesse face au cynisme, et je vais revenir, de moments où RN, donc Rassemblement national et Insoumis votent ensemble des choses qui sont votées uniquement pour empêcher qu'à la fin, ceux qui veulent un compromis puissent voter le texte. Oui, ça, c'est pas les socialistes, pardon. Mais je vais revenir. Les moments d'espoir, le RN et LFI que vous comptiez pour avoir un budget. Non, mais je vais y revenir. Vous avez des moments où les députés ont travaillé, parfois en dépassant des blocages, parfois qui ont 10 ou 20 ans, sur le logement, sur l'agriculture, sur la protection de l'innovation, sur comment on fait de la transition écologique, qui ne soit pas l'écologie dite punitive, mais qui en plus encourage, les filières industrielles françaises. On a parlé des pompes à chaleur, ça peut paraître complètement anecdotique, n'empêche qu'on a trouvé des choses hyper intéressantes, qui seraient intéressantes et pour les Français, et pour l'économie, et pour les PME. Bon, dans ces moments-là, vous dites, il y a de l'espoir. Et puis vous avez des moments où, je reviens au Rassemblement national. Jordan Bardella, on le sait, a un livre, fait la tournée des théâtres, des plateaux de télé, pour expliquer qu'il est devenu le meilleur ami des chefs d'entreprise et de l'économie. C'est ce qu'il dit. Et moi, je regarde ce que les députés de son parti votent. Bon, à un moment donné, vous avez une conjonction d'intérêts entre RN et LFI pour voter 36 milliards d'impôts qui, je l'ai dit, Roland Lescure l'avait dit, c'était lui qui était au banc à ce moment-là, on l'a redit plusieurs fois. Ces milliards d'impôts, ils n'existent pas, ils sont contraires au droit constitutionnel, ils sont contraires au droit européen, ils mettraient à mal notre économie. Mais pourquoi, au fond, ces extrêmes-là, à un moment donné, votent ça ensemble? Parce qu'ils savent que c'est un piège, ils savent qu'en faisant ça, c'est là où j'appelle ça du cynisme, des arnaqueurs. C'est incompréhensible pour les Français. Comment des gens qui disent qu'ils aiment l'économie, qui veulent protéger nos entreprises, se retrouvent à voter ça uniquement pour piéger les forces qui veulent un compromis. Moi, ce que je vois... Donc vous dites que le Parti socialiste et le Bloc central ont été piégés, c'est à cause du RN et LFI qu'on arrive à ce texte. Mais évidemment, alors, c'est très peu lisible. Le Parti socialiste ne vous dit pas ça, Amélie Montchalin. Vous n'avez pas fait le job en termes de compromis. Il le dit, l'intransigeance du gouvernement est coupable et donc amène à cet échec. Il y a deux choses. Qu'est-ce que vous lui répondez à lui? Je lui dis, et on se le dit, vous savez, moi je travaille avec tous ceux qui veulent qu'on trouve un compromis, et j'ai entendu la dernière phrase de Boris Vallaud, vous voyez, il devait être 1h30 du matin dans la nuit samedi à dimanche, c'est « nous continuerons à nous battre pour le compromis ». Ce que je dis aux Français, et je ne veux pas être, vous voyez, moi dans le désespoir, c'est pas mon rôle, je ne veux pas non plus être dans la naïveté. Mais sur le budget de la sécurité sociale, nous avons trouvé des compromis qui ont permis qu'un texte soit voté, dans un Parlement qui n'a pas de majorité absolue et aille au Sénat. Et je voudrais juste revenir là-dessus. En un mot. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vois qu'il y a une majorité qui est double. D'abord, il y a une majorité de Français qui veut que nous trouvions un budget. Et ça, c'est fort. C'est fort parce qu'on est une démocratie. Donc les élus sont élus par les Français. Et une majorité de Français massive, vous regardez tous les sondages, disent qu'ils se mettent d'accord, qu'ils nous donnent un budget. Ils ne veulent pas l'instabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent ce budget. Mais d'abord, c'est un point de départ très fort. C'est un point de départ très fort. Et la deuxième chose que je peux vous dire, c'est que vous regardez l'hémicycle, dans cet hémicycle, il y a une majorité de députés qui disent « nous voulons un compromis, nous voulons être les acteurs du compromis, nous voulons être les acteurs de la stabilité ». Elle existe, cette majorité. Vous savez... Non, mais pourquoi elle existe? Non, juste un mot. Pourquoi elle existe, cette majorité? Parce que nous n'avons pas été censurés. À partir du moment où le gouvernement est là et n'a pas été censuré, c'est qu'une majorité de députés a considéré que notre rôle, nous gouvernement avec eux, députés, 149-3, c'était que nous arrivions à construire ce compromis. On est en première lecture. Mais alors c'est quoi? C'est un jeu? Non, on est en première lecture. Ouais. Et la première lecture, c'est à la fois 500 amendements qui ont été votés. Dans les 500 amendements, je peux vous dire qu'il y a à peu près la moitié qui, à mon avis, sont des bons éléments de compromis. Ça veut dire que vous allez il y en a une deuxième moitié qu'il va falloir qu'on travaille au Sénat et qu'on travaille dans la deuxième lecture ensuite. Ça veut dire que le texte qui va être transmis au Sénat, le projet d'origine du gouvernement, avec les amendements qui ont été votés à l'Assemblée? Je rencontre Jean-François Husson demain.
Et avec le rapporteur général, évidemment, du Sénat, nous allons, et c'est son choix et c'est sa liberté aussi, et les groupes politiques du Sénat vont regarder ces amendements votés. Et comme d'habitude, ça se fait d'habitude, mais là, les Français découvrent comment ça se fait. Les sénateurs disent, bah, tiens, ça c'est intéressant, et ben, on l'emmène avec nous au Sénat, on le met au vote, et c'est souvent... Alors, ça, c'est important. Est-ce que vous parlez du Sénat ? Juste, c'est important. Donc, ça n'est pas la copie initiale du gouvernement qui va être transmise au Sénat. Si, c'est la copie initiale du gouvernement qui est transmise au Sénat. Mais ensuite, le gouvernement et les sénateurs peuvent proposer des amendements qui reprennent les choses qui ont été votées à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les 125 heures, vous voyez, que j'ai passé dans cet hémicycle, et je crois à faire honneur à la démocratie, à faire honneur à ce qu'un pays qui, quand il élit des députés ensuite, ils doivent voter. Ils ne servent pas à rien, ils ne servent pas juste à faire des campagnes, à distribuer des tracts, heureusement. On pourrait dire que ça vous arrange, finalement, la copie initiale qui est transmise au Sénat, elle est purgée de tout ce que vous estimez inapplicable, vous en avez parlé. Anticonstitutionnel, irréaliste. Ce qui est certain, c'est que, oui, je pense que le Sénat, bien éclairé par les avis et du gouvernement et des analyses juridiques, ne va pas reprendre les amendements qui, évidemment, ne s'appliquent pas. Mais et la suspension des réformes des retraites, elle sera dans ce texte... La suspension des réformes des retraites est dans le projet de loi de la sécurité sociale. Elle a été mise dans le texte initial du gouvernement par la lettre rectificative. Comme le texte a été voté pour la partie recettes et transmis avec tous les amendements votés à l'Assemblée au Sénat, évidemment, le texte retraite, il est aujourd'hui en débat au Sénat et il restera dans le texte jusqu'à la fin et jusqu'au vote. Et c'est pour ça que je dis que la suspension des retraites existera s'il y a un vote. Et on y revient. En fait, il n'y a pas d'alternative ni au compromis parlementaire ni au vote. Alors, il y a un ancien de vos collègues du gouvernement qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien, c'est Bruno Retailleau, donc maintenant redevenu sénateur, et qui dit « Cette copie ne nous va pas, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est Olivier Faure qui décide et le gouvernement, Sébastien Lecornu, qui exécute, dit-il. » Vous voyez bien que là, il y a un rejet qui est extrêmement fort de la part d'un de vos anciens collègues. Mais alors d'abord, effectivement, Bruno Retailleau on était dans le même gouvernement. Et on était dans un même gouvernement qui a commencé et qui a surtout continué à être un gouvernement parce qu'on a trouvé un compromis. Et on a trouvé un compromis à l'époque avec qui ? Avec le Parti socialiste. Et on l'a rendu comment ? Par une commission mixte paritaire où les sénateurs ont beaucoup aidé d'ailleurs, à ce que le compromis trouvé avec les socialistes soit, ensuite présenté et devienne le budget du pays. Mais ça a été un très bon collègue et donc je ne vais pas me lancer dans un... changé de ton, je vais pas me lancer dans un règlement de compte. La différence, c'est que, vous voyez, lui, il est sorti du gouvernement. Je comprends qu'il est aujourd'hui, évidemment, président de son parti et qu'il a des ambitions pour 2027. Moi, je suis resté au gouvernement. La mission qui est la mienne, c'est de donner un budget à ce pays et donc d'être force de compromis. Et donc, on n'a pas, vous voyez, les mêmes calendriers et, évidemment, les mêmes approches d'un moment politique qui est celui qui est devant nous. La question pour moi, c'est est-ce que les ambitions de 2027 sont tellement visibles et déjà tellement dans le débat qu'elles empêchent de trouver un compromis pour 2026. Il y a une question quand même, il y a quelque chose sur lequel insiste Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, sur lequel vous pouvez répondre. Oui, sur la suspension de la réforme des retraites. Il dit que Sébastien Lecornu s'était engagé à ne pas prendre cette mesure de suspension de la réforme des retraites, à ne pas la proposer. Il part même de pur cynisme de la part du Premier ministre. Alors franchement, il est vraiment sorti du gouvernement, je dirais même de toute sympathie à l'égard du Premier ministre et de vous. Il accuse le Premier ministre de duplicité. Je crois que le Premier ministre, moi-même et beaucoup d'autres avons dit nous ne faisons pas cette suspension par conviction. On l'a fait par nécessité. Pas par pur cynisme. Deux nécessités. Un, c'est de se dire, ce texte sur les retraites, le Premier ministre l'a dit à la télévision, il y a une blessure démocratique qui fait que ce texte, il n'est pas reconnu comme légitime. On est quand même un pays qui dépense 400 milliards d'euros pour ses retraites d'argent public. Si sur 400 milliards d'euros d'argent public, vous n'avez pas de légitimité reconnue comme démocratique, vous avez un problème. Et ce qui a été proposé par le Premier ministre, c'est pas qu'on abroge cette réforme, c'est qu'on se donne 1 an de suspension. Pendant 1 an, on ne change pas les paramètres pour que, soit d'ici à la présidentielle, les partenaires sociaux proposent une nouvelle réforme, soit ce soit l'occasion pour l'ensemble des partis de proposer un nouveau système qui, quand un nouveau président et une nouvelle majorité seront à l'œuvre en 2027, pourront la mettre en œuvre avant le 1er janvier 2028. Moi, ce que je dis, c'est que je suis très fier d'appartenir à une famille politique qui n'a jamais fait de déni sur le défi démographique. Et je vous le voyais encore, Gabriel Attal, qui est mon chef de parti, justement fait des propositions en disant on n'est pas dans le déni. On ne dit pas que parce qu'on suspend la réforme des retraites, vous savez quoi, le vieillissement est suspendu.
les gens vont continuer à être 1 an plus âgés chaque année, et nous voyons bien que nous sommes un pays qui, malheureusement, n'a aujourd'hui pas la bonne croissance économique, n'a pas assez d'actifs, n'a pas assez de prospérité créée pour financer ses retraites. Donc le défi, il est double, il est démographique et il est économique. Et donc, il n'y a pas de cynisme. Le cynisme aurait consisté à quoi ? À faire comme si on avait raison tout seul, que le pays, on ne voyait pas son blocage, qu'on avait l'impression que cette réforme, elle était passée, acceptée et légitime. Et vous savez ce qu'on aurait eu ? Non, là, vous voyez votre intérêt. Vous savez ce qu'on aurait eu, Madame Martichoux ? C'est pas mon intérêt. On aurait eu une censure. Oui. Là, on serait en train de faire des élections législatives. Le budget dont on parle pour 2026, je peux vous dire qu'il ne serait pas débattu, il ne serait pas en train d'être amendé, on ne serait pas en train de se demander si on était la première lecture, la deuxième lecture, le Sénat ou l'Assemblée. Et donc, on aurait mis quoi ? Notre pays dans une immense difficulté. Et moi, à un moment donné, la stabilité... On ne voit pas tout à fait encore la sortie. Mais... La stabilité, c'est quoi ? C'est de rappeler à chacun nos responsabilités collectives. La stabilité, si ça veut dire... Vous voyez, parce qu'on va aussi... Vous allez sûrement me parler de la loi spéciale. Qui est devenu le nouveau, Ça, c'est sûr. le nouveau miracle qui va tout régler sans que personne n'ait à prendre ses responsabilités. Vous savez, la loi spéciale, ce que c'est ? C'est l'outil en dernier ressort pour éviter que le pays fasse défaut. Mais la loi spéciale, c'est le service minimum, c'est pas d'économie, pas d'investissement, c'est on se met dans une position où on s'affaiblit nous-mêmes. Et moi, je ne veux pas me résoudre à ce que maintenant, vous voyez, même Bruno Retailleau, Édouard Philippe et beaucoup d'autres leaders politiques disent, au fond, il vaudrait mieux une loi spéciale, ce serait moins pire. Oui. Mais vous imaginez ce que ça veut dire pour le pays ? L'image C'est qu'on pas donne... responsable de dire ça ? Et, vous voyez, l'image qu'on donne aux Français, l'image qu'on donne au reste du monde. On est aujourd'hui le 20 novembre et on est déjà en train de se dire, écoutez, on a plus de 40 jours devant nous pour trouver un budget, mais non, nous, on préférait se dire qu'il vaut mieux ne rien faire. Mais Madame de C'est Montchalin... ceux qui mettent leurs ambitions électorales de 2027 avant l'intérêt des Français qui disent ça. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que la loi spéciale, c'est quoi ? C'est, on acte dès maintenant qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord, on acte dès maintenant qu'on ne veut pas faire de compromis, on acte pour les Français qu'on fera service minimum, on laisse le pays dégringoler, on laisse la crise financière et économique arriver, et après on dit, vous voyez, oh là là, en 2027, il faut bien un sauveur, c'est moi. Moi, je ne me résous pas que dans mon pays, à l'heure où on se parle, les ambitions de 2027... Bruno Retailleau, Édouard Philippe, etc., ils jouent contre le gouvernement. Ils parient sur l'échec, C'est pas le gouvernement. du budget. Ils Mais non, parient sur leur avenir, ils sont sur 2027 Pour, et pas sur l'intérêt général d'aujourd'hui. Oui, et surtout la loi spéciale, c'est un outil qui est un outil pour éviter le défaut. Le défaut, Ouais. c'est quoi ? C'est qu'on ne peut plus payer ses créanciers, qu'on ne peut plus payer ses fonctionnaires, qu'on ne peut plus payer ses politiques sociales. Donc heureusement qu'on a effectivement un parachute de dernier ressort qui s'appelle la loi spéciale. Mais vous imaginez bien que si moi, devant vous, je vous dis, écoutez, j'ai bien trouvé une solution, les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord, on n'a qu'à faire une loi spéciale. Mais c'est quoi une loi spéciale ? C'est un pays qui ne décide pas, c'est un pays qui n'investit pas, c'est un pays qui ne fait pas d'économie, c'est un pays qui n'aura pas les moyens de réarmer sa défense. C'est une façon Oui, mais aussi- l'année dernière, ça a duré 6 semaines. Ça veut C'est dire pas que duré 1 an, c'est pas un budget, une loi spéciale. Vous voyez bien, c'est un outil vraiment très temporaire. certains se demandent si le gouvernement n'a pas un plan caché, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, qui consiste à faire cette loi spéciale et ensuite faire un projet de loi de finances rectificative. On sera dans les municipales, personne n'aura l'esprit à renverser le gouvernement, etc. Et à ce moment-là, de faire passer ce budget. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu cette perspective dans vos scénarios ? Et moi, j'aime beaucoup, vous savez, il y a eu plusieurs crises dans notre pays. D'abord, il y a eu la crise du Covid. Tout le monde s'était inventé spécialiste du Covid. Après, on a eu la crise de l'énergie. Tout le monde était devenu spécialiste d'énergie. Donc là, j'ai découvert que maintenant, tout le monde est spécialiste de la procédure parlementaire. Mais ceux qui disent qu'ils sont spécialistes de la procédure parlementaire sont manifestement très créatifs. Pour avoir un projet de loi rectificatif, il faut que vous ayez un projet de loi de budget voté. Si vous voulez rectifier quelque chose, il faut que vous ayez déjà voté quelque chose. Donc, ce que je lis, moi, dans la presse, ça me fait sourire ou ça me désole un peu. Tout ça, c'est quoi ? C'est une classe politique qui essaye de trouver par quels moyens elle n'aurait pas à prendre ses responsabilités, par quels moyens elle n'aurait pas à voter, par quels moyens elle n'aurait pas à acter un compromis, par quels moyens elle pourrait, au fond, dire au gouvernement « débrouillez-vous tout seul ». Nous, on reste là où on est et vous allez trouver par miracle une manière de réduire le déficit. Ça n'existe pas. Je vous Même dis- le rapporteur général du budget, M. Juvin, dit maintenant il faudrait au 49.3 pour qu'on en sorte. Mais- Donc vous voyez, retour au 49.3. Alors, loi spéciale 49.3, vous dites tous irresponsables ? Non, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Si Sébastien Lecornu, nouvellement nommé quand il a formé son gouvernement auquel j'appartiens, avait dit, voilà, pour le budget, on va faire un 49.3, je peux vous dire que ça, je ne serai pas là, ça, c'est pas le sujet. On n'aurait pas eu de budget déposé, on n'aurait pas eu de débat parlementaire qui aurait commencé parce que juste le gouvernement aurait été censuré immédiatement.
Donc l'absence de 49.3 était devenue le préalable juste au fait qu'il y ait Oui, mais un aujourd'hui, budget déposé et un débat parlementaire. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on est dans une situation où, au fond, les forces politiques sont devant un choix. Soit, comme sur le budget de la sécurité sociale en première lecture, nous mettons autour de la table comme on l'a fait, et on décide ce qui doit être dedans, pas dedans, et comment, pour qu'il y ait une majorité, et ça avance, et j'ai bon espoir, et on va continuer à travailler pour qu'il puisse y avoir un vote favorable à ce budget de la sécurité sociale. Vous permettez juste une petite question, puis Soit- après vous reprenez. Oui. La suspension de la réforme des retraites, Oui. elle va être annulée par le Sénat. Oui, Le et Sénat puis- veut revenir dessus. puis Comment ensuite- mais alors comment vous faites après? Mais ensuite, ça s'appelle la deuxième lecture. Et comme le texte est dans le texte du gouvernement, en deuxième lecture, le gouvernement peut réintroduire sa propre proposition initiale. Et donc, l'Assemblée a le dernier mot dans notre pays. Et donc, par le jeu des navettes et des Vous aurez compromis le temps successifs, oui, on a le temps jusqu'à peu près mi-décembre, nous pouvons et nous sommes organisés collectivement pour donner un budget à la sécurité sociale. La sécurité sociale, Donc c'est vous la espérez moitié. que ça ait un effet d'entraînement en fait. Non, mais le vote d'abord- de la FSS, de la Sécu Mais- sur le vote Mais de la Sécu, c'est pas mineur, Madame Martichoux. Non, j'ai La pas dit sécurité ça, sociale, mais- c'est la moitié de la dépense publique. Donc déjà, vous voyez, si on arrive à avoir un vote sur la moitié de la dépense publique, on aura déjà bien fait avancer le pays, parce que cette moitié de dépense publique, c'est les retraites, c'est la santé, c'est le chômage, c'est la politique d'autonomie, c'est la politique familiale. Ça, c'est ce qu'on veut faire sur la sécurité sociale. Et donc les forces politiques, soit elles appliquent la même méthode pour l'autre moitié des dépenses publiques, qui sont les dépenses de l'État et des collectivités, et je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas, et je mets toute mon énergie, comme vous le voyez, de manière extrêmement sincère, pour que nous trouvions ce compromis, soit, eh bien, ce compromis est vu comme impossible, et ce que je vous dis, et qui serait pour moi la désolation, c'est que ça acterait d'un affaiblissement de la France, ça acterait le début La d'une vie. crise financière économique, et ça acterait que les politiques, plutôt que de résoudre la crise politique, Pas de 49 eh bien, se laisse aller, au fond, à l'affaiblissement et à au moins 10 ans, et en considérant que finalement On a compris. 2027 purgera les choses et que 2026 ne compte pas. Moi, vous savez, les Français, ils vont se réveiller le 1er janvier 2026. Madame on sera en 2026 et on a bien besoin de s'occuper. 49.3. Pas de 49.3, jamais. Et le Premier ministre a dit, pas de 49.3 par ordonnance. Pourquoi il dit ça? Pas parce Ah, qu'on c'est- est suicidaire ou kamikaze, mais parce qu'on dit, nous sommes dans un pays qui n'a pas de majorité absolue. L'alternative à la majorité absolue, c'est une majorité qui se construit sur un texte. Ça s'appelle un compromis. Il n'y a pas d'alternative, et je le dis vraiment avec beaucoup de force, il n'y a pas d'alternative pour trouver un budget, à un compromis parlementaire et à un vote. Il y a des alternatives pour effectivement ne pas faire défaut, ça s'appelle la loi spéciale, ça ne peut durer que quelques semaines, on l'a vu en 2025 au début de l'année. Vous vous souvenez, juste 2 secondes, les agriculteurs, les entrepreneurs, on avait C'est tout fini. le pays qui se demandait ce qui allait se passer, ça nous a coûté 12 milliards d'euros, ça a dégradé nos finances publiques, ça a dégradé l'image de la France. Je ne souhaite pas qu'on y retourne. Vous voyez, en se Alors, disant et nous, finalement on va- c'est une promenade de santé, on on va a faire déjà une fait, on va pause. recommencer. Marcelo, avant d'essayer de comprendre comment ce compromis, est-ce que vous ne rêvez pas un peu, Madame Monchalin? Pour l'instant, on ne voit pas du tout comment on peut y arriver. Des mesures très précises qui Alors, vont être soyons concrets. façonnées par le Sénat. Les sénateurs réfléchissent à la possibilité de raboter les aides fiscales sur les emplois à domicile. Ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant qu'à un moment, on a senti qu'il y a quelques semaines, Bercy était intéressé par l'idée? Moi, depuis le début de l'année 2025, je me suis mis au service des parlementaires. Ce sujet du crédit d'impôt au service à la personne, c'est un sujet sur lequel les parlementaires, comme sur toutes les niches fiscales d'ailleurs, ils travaillent, ils essaient de trouver la bonne manière de déployer notre argent public. Parce qu'une niche fiscale, c'est une dépense, c'est de l'argent qu'on choisit de dédier à tel ou tel dispositif. À l'Assemblée, le compromis qui avait été voté, c'était qu'au maximum, on puisse retirer de ses impôts 10 000 euros par an, contre 12 000 jusqu'à maintenant. Ça, c'est ce qui avait été trouvé comme compromis, sans changer les règles pour les personnes âgées, pour les familles, pour les différents types de services qu'on peut avoir à domicile. Ça, c'est ce qui a été trouvé à l'Assemblée. Je serai devant les sénateurs, je leur dirai que pour moi, il y a une ligne rouge, c'est qu'on ne change pas les règles pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées et dépendantes et pour les familles gardes d'enfants. Ça, c'est ce que le gouvernement Ce dit. serait paramétré, ce serait ciblé. Non, et moi je dis, il ne faut pas toucher sur ces 3 secteurs-là parce que ça marche, c'est utile, c'est dans la vie quotidienne des Français et ça a beaucoup d'efficacité prouvée. Ensuite, il y a des débats parlementaires, là aussi c'est un bon exemple. Et à l'Assemblée, ça nous a occupé pendant à peu près 6 heures de débat. Et à un moment donné, l'Assemblée s'est dit, voilà, ce qu'on pourrait faire pour qu'à la fois on soit plus conscient des deniers publics sans toucher à ce qui est utile et vraiment bien efficace, eh bien, c'est de baisser le plafond de 12 000 à 10 000. On verra au Sénat. Et à la fin, de toute façon, il faudra que la copie soit
convergentes entre Assemblée et Sénat. Donc il y en a encore pour quelques semaines de débat. Alors, autre proposition qui a été votée en commission, me semble-t-il, par les centristes et la droite, augmenter le temps de travail sur l'année. Globalement, ce serait l'idée de travailler 1 heure de plus par mois pour remplir les caisses. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors là aussi, c'est une idée qui a été dans le débat pendant plusieurs mois. Elle a des avantages, mais elle a aussi des grands inconvénients. C'est que les gens qui font des heures supplémentaires ne seraient pas payés en plus, puisque ça deviendrait une heure de travail normale. Donc moi aussi, là-dessus, je vais essayer de comprendre l'intention des sénateurs. Il me semble que ce n'est pas un élément qui fait compromis aujourd'hui. Et surtout, si je le dis autrement, ce n'est pas une demande des entreprises. Les entreprises aujourd'hui ne nous disent pas ce qu'il nous faut, c'est que vous nous augmentiez le temps de travail légal. Les entreprises, elles nous disent plutôt baissez-nous les prix de l'électricité, baissez-nous les impôts de production et n'inventez pas des taxes qui soient nuisibles à notre compétitivité, notamment face à la Chine, qui, on le sait, fait beaucoup de concurrence. Donc à ce stade, il ne me semble pas que ça soit une mesure qui fasse compromis. Et moi, je voudrais surtout bien expliquer à tous que ça a un effet de pouvoir d'achat qui serait négatif pour les 40% de salariés qui font des heures supplémentaires. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous voyez, c'est la meilleure idée dans le paysage politique, économique et financier des ménages qu'on peut encourager. Alors, le texte est donc au Sénat. Le Sénat va considérablement modifier, en tout cas c'est son intention, ils ne reviendront pas sans doute sur beaucoup d'amendements de l'Assemblée nationale, ou plutôt ils ne les garderont pas. Comment un compromis est possible en commission mixte paritaire qui devrait intervenir vers le 15 décembre ? On ne comprend pas bien. Vous avez dit des consensus sont possibles, lesquels ? Mais bien sûr. Enfin, moi, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je ne suis pas là pour juste m'asseoir dans ma chaise de ministre et me dire que je vais être là le plus longtemps possible. Je suis là parce que je crois vraiment, que quand une majorité de Français veut la stabilité, que quand une majorité de Français veut que nous ayons un budget, eh bien je crois que dans une démocratie, les hommes et femmes qu'ils ont élus, et que je vois dans l'hémicycle, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, sont aujourd'hui capables et demandeurs et volontaires et veulent être eux-mêmes les acteurs de ce compromis. Pas parce que je suis naïve, mais parce que les hommes et les femmes que je vois devant moi, quand ils n'appartiennent ni au Rassemblement national, ni à la France insoumise, je peux vous dire que dans le travail que nous menons, il y a une vraie volonté de ne pas tomber dans dissolution, chaos, élection ou je ne sais quoi. Mais juste, on va y revenir. Oui, donc, comment c'est possible ? Vous savez, moi j'ai été nommé le 23 décembre 2024. À l'époque, il n'y avait pas de budget. Michel Barnier venait d'être censuré. François Bayrou venait d'être nommé. Et on m'a demandé d'être ministre des Comptes publics. 100% des gens que j'ai vus m'ont dit « Mais pourquoi tu t'embarques là-dedans ? Ça va durer 15 jours. » Bon, on a trouvé un compromis à l'époque. On ne l'a pas trouvé par magie. Les acteurs politiques étaient les mêmes, les majorités étaient les mêmes. Vous avez trouvé un compromis, après une crise, un budget qui n'a pas été voté, et un nouveau Premier ministre. Il s'est passé 3 choses. 1, une demande très forte des Français, de dire, écoutez, arrêtez, mettez-vous d'accord. C'était une demande très forte, et je pense qu'aujourd'hui, elle est tout aussi forte. 2, le Sénat, qui a, à l'époque, et je veux vraiment ici remercier publiquement Gérard Larcher, qui, en tant que président du Sénat, comme on dit, deuxième personnage de l'État, a mis tout son poids personnel et politique pour que le Sénat soit l'endroit où ce compromis que les Français demandaient puisse se mettre en œuvre, se matérialiser. Et 3, un moment où le Parti socialiste et les forces politiques dites du socle commun, du centre, ont réussi sur un certain nombre de sujets à se dire que personne n'aurait raison tout seul et qu'au fond, on aurait raison ensemble. Ces 3 éléments-là, ces 3 facteurs-là, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on ne serait pas capable de le refaire. On l'a fait. On l'a pas fait il y a 50 ans, on l'a fait il y a 6 mois. Non, mais il y a 6 mois. Donc s'il y a 6 mois, on a su donner un budget à la France pour 2025, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas en donner un pour 2026. La réponse vient, et on citait tout à l'heure Bruno Retailleau, qui a rejoint le Sénat. On voit aussi ce que dit Gérard Larcher. Lui aussi, ils disent que finalement, vous avez fait tellement de compromis avec le Parti socialiste, encore une fois, c'est le PS qui décide. Eux sont totalement opposés, effectivement, aux taxes qui ont été votées à l'Assemblée. Ils diront non. Donc, on n'est pas sûr, et vous n'êtes pas sûr que le Sénat soit aussi coopératif qu'il y a un an. J'ai dit moi-même, je ne vote pas dans l'hémicycle, mais j'ai dit moi-même que les 36 milliards d'impôts inventés par le RNFI, j'étais contre. Donc ça, j'ai pas de doute, ces impôts ne vont pas être remis au Sénat. Bien sûr. Mais il y a, vous voyez, si... Mais la coopération de Gérard Larcher, est-ce que vous y croyez encore aujourd'hui ? Bien sûr. An. Ah bon ? Mais il y a des désaccords tellement profonds. Vous voyez, on peut être en désaccord, mais arriver à trouver des compromis. Le budget de la partie recette du projet de loi de sécurité sociale, qui était voté
voté à Oui. l'Assemblée, alors qu'il n'y a pas de majorité. Je le redis parce que peut-être on a un peu oublié l'importance de ce moment. Mais pourquoi c'est voté ? Parce que chacun sait que ce n'est pas son budget, qu'il y a dans le texte des choses qui ne lui plaisent pas, mais qu'il y a aussi des choses qui sont suffisamment positives pour qu'il puisse dire oui, et qu'à la fin, surtout, ce qui compte, c'est est-ce qu'on donne à la sécurité sociale un budget ? Est-ce qu'on donne au pays un budget ? Est-ce qu'on donne à nos armées des moyens ? Est-ce qu'on donne à nos policiers des moyens ? Est-ce qu'on donne à nos agriculteurs des caps ? Est-ce qu'on donne à nos industriels de quoi innover ? À la fin, les questions, c'est pas est-ce qu'on donne au gouvernement ou pas le droit de continuer. C'est est-ce qu'on donne à notre pays, aux familles, aux entreprises, aux industriels, aux chercheurs, aux universitaires, On a bien aux compris agriculteurs. l'enjeu. Donc, On a il y bien aura compris la coopération du Sénat, à votre avis, il n'y a aucun doute, les sénateurs. Écoutez, moi, j'ai sont lu ce matin très Jean-François attentifs. Husson, rapporteur général du budget au Sénat. Il est, je crois, dans la Tribune dimanche. Vous lisez son interview, il dit un budget nécessaire, des compromis sont nécessaires. Les compromis, c'est pas la compromission, c'est pas renier ce qu'on est. Évidemment, le Sénat, il y a des choses qu'il apportera, qu'il faudra garder dans le compromis. Il y a des choses qui ont été votées à l'Assemblée, je vous l'ai dit, même si le texte a in fine été rejeté, sur les 500 amendements adoptés. Personnellement, je pense qu'il y en a une centaine, au moins une centaine, qui sont intéressants et utiles, et que le Sénat, je pense, sans difficulté, et il pourra faire ses changements et ses modifications et ses ajustements. Mais il y a une centaine d'amendements qui, honnêtement, sont positifs. Mais si je suis devant vous ce matin, c'est pas pour vous dire c'est ni nous ou le chaos, c'est soit la responsabilité, le ressaisissement, le vote, et donc un budget pour les Français, soit une crise financière et économique qui, au fond, on le voit bien, est un peu le pari que font certains, en considérant que si le pays se laisse glisser, eux, ils apparaîtront sous un meilleur jour pour 2027. Je ne peux pas me résoudre à ce choix. Est-ce que vous vous sentez pas de temps en temps un peu seul quand on a parlé tout à l'heure de Bruno Retailleau, très dur ce matin par rapport à ce qui arrive. Édouard Philippe et ses troupes, ils se sont abstenus sur le volet recettes à l'Assemblée nationale sur la loi de finances de l'État. Est-ce que et même les Renaissances, parfois, on a vraiment l'impression qu'ils émettent beaucoup de réserves, qu'ils s'abstiennent, qu'ils proposent d'autres choses. Qui soutient aujourd'hui encore ce gouvernement ? Le gouvernement, je ne sais pas. Ce que nous cherchons à faire, je sais que la majorité des Français veut qu'il y ait un budget. Et vous voyez, moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je me dis pas, je me suis lancée dans une croisade avec le Premier ministre. Ça fait 5 ou 6 fois que vous nous le dites depuis l'émission, comme si c'était votre bouclier, le seul bouclier que vous ayez. C'est la certitude que les Français vont descendre dans la rue pour dire un budget. Ça n'est pas le cas. Ils veulent la stabilité. Mais si on leur demande mesure par mesure s'ils soutiennent ce budget, c'est pas sûr. Mais Madame Martichoux, dans une démocratie, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que les Français ? Dans une démocratie, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que les gens qui, par un bulletin de vote, en 2024, ont créé un paysage politique qui est un fait, qui nous dit, eh bien, il n'y a pas de majorité absolue. On fait quoi quand on est... on fait comme Marine Le Pen, on dit, revotez parce que vous savez, le résultat ne me plaît pas. Mais quand on dit comme M. Mélenchon, revotez parce que le président n'est pas le bon. Vous répondez, au moins les Français nous soutiennent. Mais donc vous ne vous sentez pas soutenu mais bien sûr que je me sens soutenu. Complètement. Mais je me sens soutenu dans l'exercice que nous faisons. Il est plus socialiste que... Je me sens soutenu dans l'exercice que nous faisons. Est-ce qu'à la fin, ce budget sera celui de Renaissance ? Non. Est-ce que ce sera celui que Sébastien Lecornu et tout son gouvernement a proposé ? Non. Est-ce que ce sera celui d'Olivier Faure et de Boris Vallaud ? Non. Pour l'instant, il y a des gens dans votre camp qui disent que c'est plutôt le budget de Monsieur Faure que le vôtre. Si c'était le budget de Monsieur Faure, vous voyez, il l'aurait voté. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le budget, au fond, de personnes. Et ça doit devenir le budget de la nation. Ça doit devenir le budget des Français. Et donc, oui, je vous dis, moi, je me sens soutenu par, d'abord, le pays qui veut la stabilité. Je pense que c'est très fort. Et pour le gouvernement que nous sommes, c'est très fort. Je me sens soutenu par des hommes et des femmes qui ont des boussoles partagées. Dans l'hémicycle, vous savez, personne ne veut détruire les entreprises. Après, on peut avoir des discussions sur la bonne fiscalité. Personne dans cet hémicycle ne se dit la bonne solution, c'est qu'on s'isole de l'Europe. Non, c'est qu'on trouve les bonnes modalités. Personne dans cet hémicycle se dit le changement climatique, ça n'existe pas. C'est qu'on trouve les bonnes modalités. Il y a des gens qui le disent. Oui. Mais il n'y a pas de majorité. Vous en trouverez. Il n'y a pas de majorité pour soutenir ces idées qui seraient délétères pour le pays. Il n'y a pas de majorité pour soutenir la partie recette, ça c'était très clair. Mais il y en a eu une sur la partie de la sécurité sociale et j'y reviens. Oui. C'est très important. Ça, ce sera votre médaille d'or de l'année quand même pour l'instant. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on sait le faire. Et donc on peut le faire. Il y a une concession aussi du gouvernement énorme. Si vous n'en faites pas, il n'y aura pas de miracle. Mais le Premier ministre l'a dit lui-même. À un moment donné, si on a raison tout seul, c'est quoi ? On n'est plus là. Et si on a raison tout seul, les Français, d'ailleurs, ne veulent plus qu'on ait raison tout seul. C'est ça qu'on a appris aux législatives. C'est mettez-vous d'accord, faites des compromis, mettez de l'eau dans votre vin, écoutez un peu plus. Et moi, je suis tout à fait là pour vous dire que ce sont des demandes
que nous devons entendre. On avance. Encore un mot. Combien ça coûte un non-budget ? S'il n'y a pas le compromis... Une loi spéciale, ça coûte combien ? La loi spéciale en 2025, le fait d'avoir pendant ces 6 semaines pas de budget, de passer le 31 décembre sans budget avec beaucoup de mesures d'économie qui sont tombées, automatiquement, elles sont tombées. On n'a pas pu les faire. Ça a coûté 12 milliards. 12 milliards d'euros. Un demi-point de PIB. Donc, combien ça coûte de ne pas avoir de budget ? Ça coûte déjà une chose majeure. C'est que ça coûte l'incapacité de réduire le déficit. Si vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas réduire le déficit. C'est pour ça que je vous dis que le glissement, c'est quoi ? C'est de passer de la crise politique que certains manifestement pourraient ne pas avoir intérêt à résoudre à la crise financière et économique qui signerait l'affaiblissement de notre pays. Et donc, ça voudrait dire quoi un déficit pas réduit ? C'est un déficit, il est à 5,6, 5,8%, 6%, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est à 5,4%. Est-ce que votre objectif, c'est toujours 4,7% ? Vous continuez à penser que malgré tout, la trajectoire sera tenue ? On a proposé un projet à 4,7% de déficit. Le Premier ministre l'a dit, nous devons absolument être sous 5%. Parce que si on n'est pas sous 5%, nous ne sommes pas crédibles. Je vous rappelle que nous avons le déficit le plus élevé de la zone euro. Avant de parler et moi, mon rôle, c'est aussi dans les débats de rappeler quand même une réalité économique. Combien ça coûte en milliards ? De quoi ? Une loi spéciale. Si on vous voyez, l'année dernière, c'était 12 milliards. Ça dépend combien de temps ça dure, ça dépend les mesures qui tombent, ça dépend s'il y a un budget pour la sécurité sociale ou pas. Parce qu'il peut y avoir aussi un budget pour la sécurité sociale voté avant Noël et peut-être des difficultés à trouver celui de l'État. Donc, moi, je ne fais pas de politique fiction. Ce que je vous dis juste, c'est s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de déficit qui se réduit. S'il n'y a pas de budget, il y a un pays qui glissera vers la crise financière et économique, un pays qui s'affaiblira et un pays qui, on le voit bien, aura mis manifestement les intérêts politiques de certains candidats à la présidentielle avant l'intérêt des Français. Je ne veux pas m'y résoudre et je crois, et je le dirai avec un grand sourire, je crois qu'on peut y arriver. Marcelo. Qu'est-ce qui s'est passé sur la TVA à nouveau ? Elle a rapporté moins que prévu. C'était déjà le cas précédemment. Vous avez lancé un rapport. Quand est-ce qu'on saura ce qui se... Donc, dans les prochaines semaines, ce rapport me sera remis. Il sera rendu public. J'ai vu que Jean-François Husson voulait y être associé. Évidemment, nous le ferons. Vous savez que depuis que j'ai pris mes fonctions, nous avons tous les trimestres publié toutes nos recettes, toutes nos dépenses. Et ce sujet TVA a été déjà discuté en avril, puis en juin. La transparence, c'est pas d'avoir raison et de croire à ces chiffres. La transparence, c'est d'expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe sur la TVA, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne, donc moins de consommation. Ça, on le sait, on le voit. Ce qui se passe sur la TVA, c'est que les fameux petits colis qui arrivent de Chine, complètement sous-valorisés, engendrent une forte baisse de recettes de TVA. Ça, il faut qu'on arrive à le chiffrer. Et puis, je dois vous le dire, il y a toujours de la fraude. Il y a aussi des gens qui optimisent. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs proposé qu'on facture, désormais, les factures soient électroniques, et que nous puissions faire comme sur le prélèvement à la source pour les entreprises, le pré-remplissage de la déclaration de TVA. Donc voilà, c'est les hypothèses. Et évidemment, je rendrai le rapport public et j'y associerai les parlementaires. Ma méthode, à moi, depuis le début de cette fonction, c'est de dire toute la vérité et de prendre des décisions, pas juste de constater, mais d'agir. Et donc c'est ce qu'on fera sur ce sujet comme sur les autres. Frédéric Delpech nous a rejoint. Bonjour Frédéric. Une dernière question, très vite, mais elle est importante. Dernière question, taxe foncière. Vous étiez au courant de cette révision, j'allais dire, des modifications de salle de bain qui va toucher 7,5 millions de foyers. Est-ce que Bercy était au courant ou pas? Bercy est au courant. Et comment ça va se terminer? En 3 phrases. De quoi on parle? La taxe foncière est un impôt qui est perçu par les collectivités. Oui. Et de tout temps, depuis 1970, ce système très compliqué et qui peut paraître un peu daté est tel que chaque année, les élus qui collectent à la fin l'argent de la taxe foncière demandent à l'administration de s'assurer que ce qui est taxé est fait de manière équitable, fiable, que ça soit solide et que ça puisse marcher. Comme tous les ans, l'administration se met au service des élus pour faire les ajustements nécessaires. On s'est vu en juin dernier avec les élus. À ce moment-là, on s'est dit, ce qui a été fait dans certains départements, on le fait pour toute la France. Nous revoyons les élus mardi. C'est, vous savez, une affaire où le gouvernement ne touche pas 1 euro. Nous, on est au service des élus. Et donc, on fait en général ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire les ajustements qui permettent à cet impôt, avec tous les défauts qu'il a, quand même d'être un impôt équitable. Si les élus nous disent qu'ils veulent faire autrement, on fera autrement. Mais moi, je veux pas de polémique inutile, je veux qu'on avance. Oui, et ce que je sais quand même, juste en un mot, c'est que je préfère quand même que les impôts qui existent marchent bien, plutôt qu'on en soit rendu ensuite à avoir des débats que certains considèrent de folie fiscale, où du coup chacun invente son nouvel impôt parce que les impôts qui existent ne marchent plus. La taxe foncière, non, la taxe foncière, on sait tous que ça fait 10 ans que tout le monde tourne autour du sujet pour en réviser le fonctionnement. Moi, je suis prête à accompagner et à lancer cette réforme résolument. Mais vous dites, c'est pas moi. Mais il faut le faire avec les élus. C'est pas moi. Mais non, il faut le faire avec les élus. C'est un impôt qui est au bénéfice des collectivités.
Vendredi soir, vous avez fait rire les députés à la fin du débat, puisque vous leur avez dit publiquement, vous avez remercié publiquement Éric Coquerel, alors que vous aviez eu des mots assez durs pour la France insoumise, arnaqueur, illusionniste. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez travailler avec la France insoumise ? Mais d'abord, il y a les hommes et leurs idées. Réponse rapide, pardon. D'abord, remercier Éric Coquerel comme président de la Commission des Finances, qui a fait bien son travail de président de la Commission des Finances, avec qui j'ai siégé 125 heures, vous voyez, il était assis à 1 mètre de moi. Oui, je pense que c'est d'abord, c'est ce qu'on se doit en démocratie, accepter les désaccords, mais travailler sans invective et sans violence. Et donc oui, je pense que c'est plutôt bien de le dire comme ça. Deuxième question. On a vu hier le rassemblement anti-narcotrafiquants à Marseille. Combien vous avez pu saisir d'avoir ? Vous disiez que c'était une de vos batailles. Combien vous avez pu saisir d'avoir jusqu'à présent ? 600 millions d'euros l'an dernier grâce au travail de l'ONAF, l'Office national antifraude. Je peux vous dire que depuis quelques semaines, grâce au travail notamment très rapproché sur ce qu'on appelle les sociétés éphémères, qui sont des lessiveuses, des blanchisseuses d'argent, on a près de 100 millions d'euros qui ont été saisis avec des actions partagées entre les services sur lesquels j'ai autorité, donc Tracfin, les services bien sûr des impôts, les services des douanes. Ça, c'est juste la partie vraiment liée aux sociétés éphémères et au blanchiment d'argent. Après, le travail de mon ministère et surtout des douaniers, que je veux remercier, c'est qu'on a saisi déjà plus de cocaïne dans notre pays entre janvier et août que pendant toute l'année 2024. Donc on a une mobilisation extrêmement forte face à un trafic, mais vous avez tout à fait raison, le trafic, il faut le combattre en saisissant la drogue, mais il faut surtout le combattre en tapant au portefeuille les trafiquants, parce que c'est par l'argent qu'on saisit, en centaines de millions d'euros, qu'on arrivera, évidemment sans faillir dans notre engagement, à stopper ce fléau. Frédéric. Faut-il interdire Shine ? Il y a 80 parlementaires qui le réclament aujourd'hui. Déjà, il faut interdire la vente sur Shine de choses qui ne sont pas légales. C'est le cas. Vous savez qu'ils ont arrêté de vendre bref, s'il vous plaît. tous les produits non textiles, interdire tous les marketplaces. Interdiction complète ? L'interdiction complète, s'ils vendent des produits qui sont acceptables et qui respectent les normes, on ne peut pas. Maintenant, on a fait interdire la vente de tout ce qui n'est pas aux normes. Et surtout, ce qu'il faut, c'est arrêter leur concurrence déloyale. C'est la taxe qui a été votée, qui est une taxe anti-dumping, qui est une taxe pour avoir les moyens de contrôler et que des produits dangereux n'arrivent pas dans les familles et les foyers français. Alors, dernière question. On vous avait beaucoup vu en 2017, vous êtes arrivé député. Est-ce que vous êtes toujours macroniste aujourd'hui ? Est-ce que vous vous définissez toujours comme étant un soutien du chef de l'État ? D'abord, je dois remercier le chef d'État. Oui, je suis une fidèle du président dans un élément en particulier qui est le dépassement. Vous voyez, je vous ai parlé de compromis depuis maintenant près d'1 heure. Ce que avait proposé le président de la République au départ, c'était de considérer qu'on n'avait jamais raison tout seul. Vous êtes un peu une des dernières, parce qu'on a le sentiment qu'il est lâché par beaucoup de ceux qui étaient avec lui en 2017. Je ne crois pas qu'on ne soit pas les premiers et les derniers. Vous savez, il y a Sébastien Lecornu et d'autres. On était là en 2017, on est continué d'être là. Beaucoup de députés, d'ailleurs, dans l'hémicycle étaient là en 2017 et sont toujours là. Et moi, je vous dis qu'il y a une des choses qui restera, et qui restera pour longtemps, parce qu'on voit bien que la majorité absolue de 2027, rêvée par certains, ne sera pas si facile que ça à retrouver, c'est que le dépassement, l'idée qu'au fond, dans un pays, on a besoin de faire des compromis, de regarder les idées d'où qu'elles viennent, quand elles sont bonnes pour le pays, ça, j'y crois toujours. Et d'ailleurs, c'est, vous voyez, un moteur très fort des 125 heures de débat que j'ai pu avoir avec les députés. Il reste quelques instants. 2 questions rapides. Réponse brève, s'il vous plaît, Madame de Montchalin. Le chef d'état-major, le général Mandon, a dit que dans quelques années, de 3-4 ans, on pouvait se retrouver face à un affrontement sérieux avec la Russie et qu'il fallait qu'on se prépare à éventuellement des sacrifices, y compris humains. C'est une phrase qui a beaucoup choqué. Est-ce que c'est votre cas ? Vous savez, aujourd'hui déjà, et on l'oublie peut-être trop souvent, notre pays enterre des jeunes, femmes et hommes, qui vont se battre sur tous les terrains du monde pour protéger nos intérêts et notre pays. Donc, des enfants qui meurent pour nous, il y en a eu pendant les guerres, on les célèbre et on s'en souvient le 8 mai, le 11 novembre. Mais moi, j'ai assisté et participé à beaucoup de cérémonies aux Invalides. Vous avez le cercueil de jeunes soldats, vous avez leurs familles. Et donc oui, nous perdons déjà des enfants dans de très nombreux conflits. Et ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, et je pense qu'il faut que nous entendions, c'est que ça, on le vit, parfois on l'oublie. Et ce qu'on doit aussi avoir en tête, c'est que nous vivons dans un monde de plus en plus hostile. Se tiennent à Genève aujourd'hui des négociations très importantes. Pas que pour les Ukrainiens, mais pour nous, Français. Est-ce qu'à un moment donné, nous avons encore la maîtrise de notre espace européen ? Est-ce que nous sommes en capacité de nous protéger, de nous défendre ? On n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour éviter le conflit. Et comme l'a dit le président de la République, pour être craint,
il faut être fort. Et pour être fort, il faut être uni. Et donc, ce qu'a dit le chef d'état-major des armées, c'est qu'au fond, nous avons besoin d'unité, de force morale, et de ne pas oublier que déjà aujourd'hui, nos armées sont en situation de conflit. Arlette, et que déjà aujourd'hui, nous enterrons des jeunes femmes et hommes dont je veux ici saluer l'engagement et évidemment le service qu'ils rendent à la nation. La question est simple, il faut être fort. Pour être fort, il faut avoir un budget. Alors il y a la loi de programmation militaire, il y a le supplément, si j'ose dire, souhaité par le président de la République. Ce budget est sanctuarisé, cette augmentation sera de toute façon respectée. 30 secondes pour répondre. Le budget sera respecté s'il y a un budget. La première chose qui se passera s'il y a une loi spéciale, la première chose, c'est que je n'aurai pas les moyens constitutionnels en tant que ministre du budget d'augmenter le moyen des armées. Je n'aurai pas non plus les moyens constitutionnels d'augmenter le budget du ministère de l'Intérieur comme c'est prévu, ou le budget du ministère de la Justice comme c'est prévu. Donc ça, vous voyez, ça fait qu'à un moment donné, nos enjeux politiques internes viennent au fond confronter les enjeux de notre sécurité, les enjeux du monde extérieur. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, si on ne résout pas la crise politique aujourd'hui, c'est l'affaiblissement de la France qu'on laissera advenir et je ne veux pas m'y résoudre et je pense qu'on peut y arriver. Le message est passé. Merci Amélie Montchalin d'avoir été l'invitée dans toute franchise. Merci Arlette, Marcelo, Frédéric. À la semaine prochaine.